vais maintenant laisser la parole à Claire Plassard. Claire Plassard qui est Senior Insight Analyst du Hub Institute, qui nous revient tout droit des États-Unis où elle a assisté au CES de Las Vegas et à la NRF à New York. Et elle va nous partager 5 tendances data and IT à suivre en 2023. Claire, c'est à toi. Merci beaucoup Laure, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver donc pour inaugurer ce track 3 sur la data et l'IT. Effectivement, comme Laure l'a dit, je me suis rendue avec une partie des équipes du Hub Institute à la NRF à New York et j'ai décrypté donc plusieurs tendances data et IT qui sont pertinentes pour vous à avoir en tête et à suivre tout au long de l'année 2023. Les différentes tendances donc à retenir vont être tout d'abord la data literacy, le fait d'acculturer ces différentes équipes à la lecture des données pour pouvoir maîtriser ces nouvelles compétences. La deuxième tendance, ça va être l'omnicanalité, s'adapter vers ces nouvelles tendances de commerce unifié, on va préciser ce terme plus tard, et également de pouvoir y adapter son système informatique pour pouvoir mener à bien toutes les opérations d'omnicanalité. On a également le concept de connaître son client au travers de la data, donc comment récolter cette data en magasin, en ligne, et pouvoir ensuite en tirer des analyses et des recommandations pertinentes pour pouvoir proposer une expérience toujours plus personnalisée à son client. On va avoir également tout le concept de data logistique et de comment la recueillir sur le terrain. Et puis enfin, pour pouvoir comprendre cette donnée, donc ce qui rejoint un petit peu la data literacy qu'on aura vu en première tendance, comment mettre en scène la donnée avec donc le concept de data viz et de data reporting. On démarre tout de suite donc avec la data literacy. Donc comme je vous le disais, l'enjeu ici, ça va être pour vos équipes, pour vos collègues, de pouvoir maîtriser le concept de la data et de pouvoir lire ce nouveau langage. Et on voit qu'en France, le niveau de confiance des employés sur leurs compétences data est plutôt faible, c'est 7%. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, on va plutôt être autour de 22%, au Royaume-Uni 13%, en Australie, Nouvelle-Zélande 23%, au Japon 5%. Donc on voit qu'en France, voilà, 7%, c'est pas énorme. Et donc ce sont des employés qui n'ont pas forcément l'impression d'être compétents sur ce domaine de la data. Et pourtant, la data literacy va être une des compétences les plus demandées. Donc d'ici 2030, on voit qu'effectivement, on a beaucoup parlé d'alphabétisme informatique, de savoir utiliser un ordinateur. Aujourd'hui, on parle de data alphabétisation, donc le fait de pouvoir lire, comprendre et travailler avec les données. Et pour 85% des dirigeants, la data alphabétisation va être aussi essentielle à l'avenir qu'aujourd'hui la capacité de savoir utiliser un ordinateur. Donc on voit que c'est vraiment une tendance qui va être incontournable. Et les employés le prennent à cœur. Et ils recherchent de plus en plus des entreprises, des rôles, des managers, des équipes qui vont les aider à se développer, à développer leurs compétences et à pouvoir avoir des opportunités de formation. Et on voit qu'effectivement, il y a 45% des employés qui disent être inquiets de constater que leur employeur ne prend pas forcément la responsabilité de développer leurs compétences. Ils ont l'impression d'avoir un potentiel qui n'est pas forcément exploité et ils sont prêts à changer d'emploi pour pouvoir bénéficier ailleurs d'une meilleure préparation et d'une meilleure formation pour le futur, pour être sûr d'être toujours pertinent sur le marché du travail. Deuxième grande tendance, ça va être du coup au niveau de l'omnicanalité, d'adaptation du système informatique. Effectivement, on a beaucoup parlé d'omnicanalité. Alors avant l'omnicanalité, on avait la monocanalité, qui était simplement de faire du commerce uniquement en magasin physique. Ensuite, on s'est développé sur différents canaux qui étaient pas forcément reliés entre eux. Donc il y avait le magasin d'un côté, l'e-commerce de l'autre, le mobile encore de l'autre côté. Et ensuite, on est arrivé sur des tendances plus cross-canal, où là, il y avait donc des canaux qui allaient fonctionner de manière plutôt complémentaire mais pas encore complètement imbriqué. Et l'omnicanalité, ce terme dont on parle beaucoup, c'est justement le fait de pouvoir interconnecter ces différents canaux et de pouvoir justement les faire communiquer entre eux et de pouvoir regrouper les différentes données d'un canal à l'autre. Et donc aujourd'hui, la tendance pour 2023, c'est celle du commerce unifié, donc qui va être de vraiment centrer l'ensemble de ces canaux et l'ensemble des données sur le consommateur en lui-même. C'est d'ailleurs ce que développe Emmanuel Vivier lors de ses keynotes d'introduction sur l'autre salle plénière, qui est tout ce concept d'économie retail qui s'appelle maintenant la me-tail, donc concentré sur le consommateur pour pouvoir vraiment répondre à ses demandes. Et donc ça se rejoint tout à fait avec ce concept de commerce unifié. Pouvoir donc prendre avantage de la data pour
aller vers du commerce unifié, ça va passer donc par de la collecte data qui peut se faire en ligne et en magasin, et notamment grâce à des pratiques clients qui sont complètement omnicanales, où les clients peuvent faire leurs recherches en ligne et ensuite aller récupérer leurs achats en magasin. Et donc du coup, ça permet pour un retailer qui fait bien son travail de collecte de data de déjà savoir, lorsque le client entre en magasin, qu'est-ce qui l'intéresse et qu'est-ce qu'il est venu chercher aujourd'hui dans le magasin. C'est aussi la possibilité de pouvoir proposer des rendez-vous en boutique, et donc grâce à ces rendez-vous, de collecter de la data sur le client, de pouvoir ensuite interagir avec le client et de pouvoir ensuite remplir des petites fiches sur justement les interactions qu'on a pu avoir, et pour mieux comprendre le client et ensuite réussir à mieux personnaliser son expérience par la suite. Et c'est aussi bien sûr tout ce qui va se passer sur la navigation web, et donc de pouvoir personnaliser l'expérience d'achat à partir de l'historique du client. Aujourd'hui, les retailers ne sont pas encore tout à fait en capacité de pouvoir pleinement analyser le parcours client omnicanal. On voit qu'il y en a la moitié qui se sentent capables de recueillir les données sur l'ensemble des points de contact, mais on en a encore une entreprise sur 5 qui désespère de voir le parcours client réellement omnicanal voir le jour. Et il y a beaucoup d'entreprises qui en fait expliquent manquer de données, ont l'impression qu'ils n'ont pas toutes les données qu'il leur faut pour pouvoir se lancer dans l'analyse du parcours client. Effectivement, lorsque l'on parle après de données, il faut aller les récolter, et donc parfois les données vont être brutes, et après il va falloir les retravailler pour pouvoir les exploiter pleinement. Et donc il est important ici de s'attacher sur plusieurs secteurs. Donc par exemple, ça va être sur la transversalité. Les données doivent pouvoir ne pas être cloisonnées, pouvoir circuler d'un secteur, d'un métier à l'autre. On va avoir donc l'unification de toutes ces données, accessibles par tous, lisibles par tous. On rejoint ici le concept également de data literacy qu'on a vu tout à l'heure. Et bien sûr, la protection des données. La donnée doit être propre et sécurisée pour être pleinement exploitable. On a découvert donc à la NRF Wiser, qui permet justement de travailler, de traiter les données pour pouvoir les uniformer, les standardiser et garantir leur qualité. Donc en fait, ça va permettre par exemple dans tous vos fichiers d'uniformiser. Donc par exemple ici, on a Makeup Remover. On voit qu'il y a différentes manières de l'écrire. Wiser va pouvoir détecter en fait ces différentes orthographes et les ranger dans une seule et même orthographe, ce qui va permettre ensuite de pouvoir pleinement exploiter donc ces différents fichiers. Hop. Donc après, une fois qu'on a pu uniformiser toutes ces différentes données, pour pouvoir rendre réel le parcours client omnicanal, il faut bien sûr pouvoir travailler sur son PIM, sur son DAM. Donc PIM, DAM, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est. C'est tout le concept de pouvoir donner toutes les informations, tous les fichiers, tous les médias concernant un produit de manière propre, classée, uniformée. Et donc du coup, on va pouvoir les exploiter sur les différents canaux. Donc par exemple, Violet.io qui justement propose une API de e-commerce unifiée. Donc ici, pas besoin d'aller d'un canal, à partir d'un canal, d'aller retrouver le site e-commerce du retailer. On va directement sur cette API pouvoir être connecté et pouvoir réaliser un achat directement n'importe où sur Internet sans avoir à être renvoyé sur le site web. Et c'est possible lorsque les données sont bien propres, organisées et repartagées à l'ensemble des canaux et des parties prenantes. On a vu sur la NRF le stand de Microsoft qui a proposé plusieurs startups autour de la gestion du commerce unifié pour justement favoriser tous ces différents services autour du consommateur. Donc avec par exemple Next Billion AI qui propose la gestion des données de localisation, OwnID qui va s'attacher vraiment à la protection des données d'identité. Effectivement, la confidentialité des données, c'est quelque chose qui est très important. Les consommateurs, ils sont de plus en plus sensibles et donc cette solution va pouvoir justement protéger toutes ces données personnelles et l'identité des utilisateurs. Et puis Pocket qui va travailler sur la gestion du paiement pour pouvoir aider au checkout et offrir cette expérience client optimale. Connaître son client par la data, alors là, c'était une des grandes tendances du salon. On a vu de nombreuses entreprises qui travaillaient dessus. Donc, en voici quelques-unes. Donc, des solutions qui vont pouvoir utiliser le computer vision, l'intelligence artificielle, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en magasin, sur le terrain, faire de la collecte de trafic et pouvoir ensuite analyser les différents comportements en magasin. Une de celles qui nous a le plus plu, c'était Paffer AI, qui justement va utiliser donc ces différentes techniques pour pouvoir aider les retailers à comprendre le comportement des clients dans leur magasin physique, donc pouvoir surveiller le trafic en magasin, surveiller notamment les files d'attente pour pouvoir ensuite réagir, envoyer les messages lorsqu'il y a besoin de renforts sur place, de prendre des décisions sur les magasins et aussi pour comprendre un petit peu
l'efficacité des présentations du merchandising en magasin, voir où est-ce que les clients s'arrêtent, quel est le temps qu'ils passent réellement en magasin, et puis pouvoir aussi juger de la conversion. Utiliser la data, donc c'est aussi possible à partir, comme on vient de le voir, des données récoltées en magasin, mais c'est aussi possible pour personnaliser l'expérience en ligne. Et donc on a Crossing Mind et puis Zine1 qui vont tous les deux s'attacher à proposer une personnalisation de l'expérience client en temps réel avec des alertes qui vont surgir pour pouvoir justement adapter l'expérience au client selon son comportement, et le tout avec le respect de la RGPD. L'analyse des données donc permet ensuite de tirer des insights qui vont être exploitables dans la prise de décision. Et donc on a Windfall, on a aussi Memory, Ensemble IQ et Quilt AI, donc qui vont permettre donc pour Windfall de démocratiser l'accès aux données pour les équipes marketing en vente ou en analytics, pour pouvoir justement favoriser cette prise de décision centrée sur le consommateur. On a Memory qui va travailler sur l'amélioration de la prise de décision qui concerne l'assortiment, le prix, les promotions et le merchandising. Ensemble IQ qui travaille sur la proposition pour les retailers de faire des recherches personnalisées, donc sur les grandes tendances, sur le parcours client, sur le positionnement, sur le social listening, pour pouvoir les aider à prendre ensuite des décisions. Et puis on a Quilt AI qui va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour analyser la big data qui va être disponible publiquement sur Internet, et donc conformément à l'RGPD, et grâce au machine learning de bien comprendre le contexte et l'environnement culturel pour prendre des décisions derrière ces données qu'on va lire en ligne. Dress Life, ça c'est une start-up qu'on a apprécié rencontrer à la NRF, donc qui va travailler pour prédire la probabilité qu'un client aime et garde un vêtement et ne le retourne pas. Donc ici, on va vraiment essayer d'améliorer la rentabilité, améliorer l'expérience d'achat, pouvoir faire du triage en fonction des différentes catégories grâce à ce calcul de probabilité, et donc pouvoir aussi proposer cette solution qui va être en plugin et directement prête à l'application. Lorsque l'on parvient à proposer une expérience client qui va être optimale, on va réussir à fidéliser ses clients et à les transformer en communauté et ensuite en ambassadeurs. Et c'est là le Graal. C'est ce qu'on va tous chercher à faire. L'idée, ça va être vraiment d'avoir des clients qui vont être impliqués, qui vont avoir envie de partager votre marque et de communiquer autour de votre marque. Et donc la fidélisation, c'est la clé. Et on a vu plusieurs solutions qui permettent justement de travailler sur ces programmes de fidélité pour pouvoir proposer des expériences inclusives et communautaires pour ces différents clients. Donc on va avoir des solutions de fidélité qui vont être basées sur le card linking, aussi des plateformes de fidélité, et également tout ce concept de gamification qui va permettre de rendre les expériences d'achat plus ludiques et donc de relever des défis par exemple qui vont être personnalisés et gamifiés pour les récompenser avec donc des points grâce à leur fidélité aux enseignes et aux marques. Les grandes tendances autour de la collecte de données, effectivement, il y en a plusieurs et c'est important de les prendre en compte. On va avoir bien sûr la protection, je le disais tout à l'heure, la confidentialité des données, c'est quelque chose qui est très important. Les consommateurs ont vraiment compris que leurs données étaient précieuses, que c'était le nouveau pétrole de ce nouveau siècle, et donc vont s'attacher à protéger leurs données, et également, en contrepartie, vont, lorsqu'ils acceptent de partager leurs données, avoir des attentes élevées. Ils savent que les données offrent un potentiel pour la personnalisation derrière, et donc s'ils partagent leurs données, ils attendent de vous que vous les exploitiez, et donc d'avoir une expérience qui soit à la hauteur du partage de leurs données. On va aussi avoir donc un manque de confiance parfois, comme on le voyait tout à l'heure, le manque de confiance dans les compétences propres des équipes, et parfois du côté du marketing, on a aussi ce manque de confiance dans la capacité de pouvoir justement optimiser et capitaliser sur les différentes données qui ont été récoltées. Des échanges de valeur également qui sont très importants, avec des entreprises qui vont pouvoir s'échanger des données clients pour pouvoir justement affiner leurs connaissances sur leurs clients et puis améliorer leurs différentes expériences. Et donc un volume de données qui est toujours plus grand, et donc la nécessité de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle par exemple pour venir les analyser. La CDP va être d'ailleurs l'outil principal pour vous aider à justement récolter toutes ces données et pouvoir ensuite les lire et pouvoir les exploiter, avec donc un aperçu des données clients qui va être très exhaustif en comparaison de ce qui était possible au travers du DMP ou du CRM. Ici on voit qu'on va avoir beaucoup plus d'informations sur un même client. Recueillir la data logistique, donc effectivement la data elle se récolte à partir des clients, mais il y a également beaucoup de data qui est reliée aux produits et aux différentes opérations que les produits vont pouvoir avoir
tout au long de leur cycle de vie. Et on a donc les étiquettes RFID qui vont permettre d'avoir plus d'agilité, de sécurité, de gain et de pouvoir aussi offrir cette expérience de traçabilité à ses clients pour pouvoir mettre à jour la data en temps réel et pouvoir localiser les différents produits, donc qu'ils soient dans la phase de commande, de production, de stock, de livraison, en stock de magasin, en stock de réserve, etc. Et puis jusqu'à la vente et puis même après au retour et à la remise en stock. L'intelligence artificielle révolutionne la supply chain, on le sait, donc sur par exemple la prévision de la demande, pouvoir justement prédire les ventes qui vont avoir lieu et donc adapter les nouveaux stocks, pouvoir également prédire la réussite ou non d'un nouveau produit pour pouvoir ensuite adapter le marketing qui va suivre, et puis aussi pour optimiser donc les tarifs et pouvoir optimiser donc les prix de manière dynamique aux différentes actions et aux différentes demandes et selon notamment différents facteurs, la localisation des pièces, la saisonnalité, la météo, le type de la demande. Prédire la demande grâce à l'intelligence artificielle, ça permet ensuite d'optimiser ses stocks et donc plusieurs startups qui justement vont travailler pour exploiter l'intelligence artificielle et pouvoir ensuite optimiser les différents stocks grâce au machine learning et puis ensuite, alors là ici ce ne sont pas mais d'autres qui vont s'attacher vraiment sur la gestion du retour, c'est ce qu'on a pu voir ce matin lors du track supply chain. PriceMove, qui est une plateforme de pilotage intelligent des prix et donc qui va développer cette solution de tarification intelligente pour pouvoir aider les entreprises à déterminer quel va être le bon prix d'un produit ou d'un service au bon moment. Et donc de pouvoir gérer ces prix de manière efficace, simple et puis dans un seul endroit. La blockchain, on parlait de traçabilité tout à l'heure, la blockchain est effectivement essentielle pour pouvoir améliorer la logistique et la supply chain dans plusieurs secteurs. Donc pour l'agroalimentaire, justement, pour rendre plus transparent le suivi des aliments, on se rappelle tous du poulet Carrefour qui était traqué grâce à la blockchain. Voilà, il y en a eu d'autres depuis. On a aussi bien sûr tout ce qui va être sur le transport maritime, le commerce international pour pouvoir mieux contrôler les différents transports, les délais et pouvoir réduire les risques. Le luxe, bien sûr, pour avoir, grâce à la blockchain, des certificats d'authenticité, de pouvoir bien avoir des produits qui seront uniques et qui seront complètement tracés et authentifiés par les marques, et donc combattre la fraude. En pharmaceutique, c'est pareil. En automobile également, pour pouvoir tracer toutes les différentes pièces détachées. Et puis dans les vins, on rejoint un petit peu le même domaine que le luxe, d'avoir cette traçabilité du produit pour avoir un produit qui soit réellement unique. Une fois qu'on a pu récolter toutes les différentes données, que ce soit les données clients, les données logistiques, pour pouvoir les comprendre et du coup pallier un petit peu au manque de confiance que les employés vont avoir au niveau de leurs compétences data, on va s'attacher à mettre en scène la donnée avec du coup la data visualization. Qu'est-ce que c'est que la data visualization ? En fait, ça va être de pouvoir représenter visuellement les données, puisqu'effectivement, comme vous pouvez le voir, le cerveau humain va capter 80% de l'information visuellement. Et donc du coup l'association de formes, de couleurs va aider à mémoriser les données. C'est pour ça que souvent les données sont représentées sous forme de camembert, de graphiques, etc. et plutôt que sous forme d'un tableau Excel, parce que c'est quand même beaucoup plus lisible. Et donc il est important de pouvoir mettre en scène cette donnée pour justement aider à comprendre. Et donc le data reporting va être tout ce processus de collecte, de modélisation et de traduction des données qui sont brutes pour pouvoir en fournir un format digeste qui va permettre d'être lisible. Et donc on voit que les données brutes sont modélisées et sont ensuite traduites de manière lisible. Ces apports de la data visualization sont très nombreux, donc ça va permettre de faciliter la compréhension et l'interprétation des données, d'améliorer la communication, d'optimiser et d'accélérer la prise de décision et puis de favoriser l'innovation. La data visualization, d'ailleurs, est une des grandes trends de TikTok. On voit que de nombreux acteurs vont tester justement ce format qui est accessible aux plus jeunes pour pouvoir mettre en scène différentes données et pouvoir proposer des informations. Donc quelques exemples ici en vidéo. On voit que c'est vraiment une trend qui est très très présente. Par exemple, même TF1 va l'utiliser pour justement parler des élections des différents candidats, pour mettre en scène les différentes données qu'on va avoir. Également sur les Jeux Olympiques, par exemple, pour pouvoir mettre en scène les nombres de médailles obtenues par pays de manière dynamique. Donc on voit que déjà dans la vie de tous les jours, les utilisateurs sont confrontés à ce genre de technique et à cette data qui est mise en scène d'une manière assez simple, ludique et lisible. Et donc du coup dans le domaine professionnel, il faut réussir à traduire de la même manière et à pouvoir proposer cette même lisibilité.
quelques tendances justement sur le data reporting, de pouvoir justement avoir des graphiques en temps réel qui vont pouvoir s'adapter à ce qui se passe dans l'entreprise et donc pouvoir donner l'information au bon moment. On a aussi la fusion de l'open data avec la data interne et l'IoT pour pouvoir centraliser un plus grand nombre de sources et de données avec donc un seul support visuel. On a le storytelling, effectivement, pouvoir présenter la data de manière ludique et lisible. Ça passe par du storytelling. Ça va rendre les informations beaucoup plus compréhensibles et également permettre de donner en fait le contexte de la donnée qu'on est en train de découvrir. On va avoir les rapports prédictifs qui permettent donc de prédire de prévoir les opportunités à saisir et puis les risques. Les rapports mobiles qui devraient être de plus en plus accessibles hors connexion et donc en format mobile pour que les collaborateurs puissent avoir accès aux informations à tout moment, qu'ils soient connectés à leur ordinateur ou pas. Et également à tout, qu'ils soient chez eux ou dans l'entreprise. Et puis l'implémentation agile, donc avec cette méthodologie agile qui permet donc d'avoir des projets qui vont être effectués de manière plus rapide et avec des taux de réussite plus élevés. Voilà, merci à tous pour votre écoute. J'espère que ces 5 tendances vous ont plu. Nous allons bien sûr en découvrir bien d'autres sur le reste de l'après-midi. Je suis ravie donc de passer la parole à l'intervenante suivante. Merci à tous pour votre écoute.